Cette semaine à Enquête, truquer des appels d'offres et se remplir les poches. Enquête choc sur le règne de la collusion dans l'industrie de la construction. Ici au Québec, c'est le Far West. La méthode pour s'échanger de l'information, c'était l'organisation de parties de golf. Et comment un entrepreneur en construction tente d'empêcher la tenue d'élections municipales dans la région de Montréal. Moi, je suis là pour éviter les travaux de brigade. Puis que Chris, tout le monde garde leur job. Quand tu as une proposition comme ça, tu te dis, ouais, ça n'a pas de bon sens. Et où les démocraties? Bienvenue à Enquête. Des milliards de dollars sont donnés par nos gouvernements pour la construction de routes ou d'infrastructures. L'octroi des contrats se fait par appel d'offres. Celui qui offre le plus bas prix l'emporte. Avant que les soumissions des entrepreneurs ne soient rendues publiques, tout doit demeurer secret pour que la libre concurrence puisse jouer pleinement son rôle. Ce que ma collègue Marie-Maude Denis et moi avons découvert dans notre enquête, c'est que lorsque les entrepreneurs s'entendent à l'avance pour fixer les prix ou se répartir les contrats, la vraie compétition n'existe plus et les prix sont gonflés. Vous pouvez imaginer l'ampleur, c'est presque bar ouvert, là. Enquête sur une pratique scandaleuse qui ne date pas d'hier, mais devant laquelle les autorités semblent fermer les yeux. François Baudry est ingénieur. Il a donné 33 ans de sa vie au ministère des Transports du Québec. Même s'il est retraité depuis 2 ans, un dossier vient toujours le hanter. Il en parle publiquement pour la première fois. Son dossier concerne la construction à Montréal et à Laval. Depuis 10 ans, François Baudry s'enregistre et compile des données qui lui sont transmises par des entrepreneurs. L'un, en particulier, est devenu son informateur clé sur la collusion, sur ces entrepreneurs qui truquent les appels d'offres publics, qui s'entendent à l'avance sur le prix des soumissions et qui s'en mettent plein les poches. L'informateur ne voulait pas être impliqué d'aucune façon, il se sentait même menacé. Il n'avait pas d'objection à ce que je poursuive des recherches sur la façon dont ces contrats-là sont octroyés. Cet entrepreneur-là de la région de Montréal m'a appelé pour me faire part de son indignation, finalement, face à tout ce qui se passait dans la région de Montréal. Alors, c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de collusion. Il était prêt à aller finalement plus loin dans toute cette affaire-là. S'il voulait qu'on ouvre formellement une enquête là, sur ce dossier-là. J'ai dit, écoute, tu m'expliques ces choses-là, mais ça me prendrait un exemple concret. Éventuellement, aller voir soit le service des enquêtes du ministère des Transports ou même la police. L'exemple arrive en février 2003. Je reçois un appel de cet entrepreneur-là et il me dit « Demain, il y a une ouverture de soumission à Ville de Laval. Je te donne les 10 numéros de projets pour lesquels il y a une soumission publique et je vais te donner les 10 résultats. Dans chacun des cas, le plus bas soumissionnaire, celui qui va avoir le contrat finalement. » Alors ça, je comprends bien, c'est une journée d'avance, une journée avant l'ouverture officielle des soumissions. François Baudry note immédiatement les numéros d'appel d'offres et les entrepreneurs qui doivent obtenir les contrats. Denis Delbecq était au cabinet du ministre des Transports à l'époque. Ils ont mis ce document-là sous scellé, ça a été contresigné, ça a été déposé à l'intérieur de la voûte des services juridiques du ministère des Transports et ça a été conservé là. Le lendemain midi, j'ai appelé à Ville de Laval pour leur demander de me faire parvenir le résultat des soumissions. Les résultats sont à quelques détails près exactement ce que son informateur lui avait dit. De toute évidence, il y avait eu collusion.
et un petit changement de dernière minute là, pour 2 des 10 projets. Nous sommes allés rencontrer le ministre Ménard. Nous lui avons fait part de ce fait-là. Et le ministre Ménard a été scandalisé, bouleversé, troublé. Et il a demandé sur le champ aux fonctionnaires du ministère des Transports de référer le tout à la Sûreté du Québec. Et lui-même en a saisi la Direction générale de la Sûreté du Québec à l'époque. C'était le début d'une collaboration que j'ai eue avec la Sûreté du Québec jusqu'à ce que je prenne ma retraite. La Sûreté du Québec veut rencontrer son informateur, mais celui-ci a trop peur. François Baudry sert donc d'intermédiaire. C'est ainsi qu'il s'initie au langage codé du Club des entrepreneurs, le vocabulaire du golf. En 2003, la méthode qui était utilisée, entre autres, pour s'échanger de l'information, c'était l'organisation de parties de golf. Les entrepreneurs parlent d'un jeu de golf fictif pour déjouer une éventuelle écoute électronique. Le langage utilisé pour indiquer que l'entrepreneur qui organisait la soumission, c'est lui qui organisait le foursome. Lorsqu'il appelait son collègue entrepreneur, il disait « Tu pars 2e, tu pars 3e, tu pars 4e ». Donc, il organisait une partie de golf. C'était le vocabulaire utilisé à l'époque. Ce système, il existe encore aujourd'hui. Votre entreprise. Alain Gravel a rencontré un autre entrepreneur il y a quelques semaines. Il connaît bien le langage du Club de la collusion. S'il parle à visage caché et avec une voix modifiée, c'est qu'il craint sérieusement pour sa sécurité. Alors, les gens se téléphonent. Exactement ça. Donc, tout le monde sont au téléphone. Il y a quelqu'un dans ce club d'entrepreneurs qui a organisé la partie de golf. Alors, lui, il va décider qui va avoir le contrat. Exactement ça. Je donne un exemple. À 11 h, OK, on va partir au 4e trou. On va être 9 joueurs. Puis ça, on sait que dans le domaine de la construction, le 4e trou, c'est 4 millions. On va être 9 joueurs, c'est en haut de 900 000. Peu importe le prix que tu vas rentrer, ça, c'est avant taxe. Fait que tu peux rentrer 4 978 000. Tu sais qu'automatiquement, le joueur qui a organisé la partie de golf est à lui, la game. Parce que lui, il va être juste en bas du 4 900 000. Alors, quand on vous dit que le tournoi de golf, il commence au 4e trou, c'est ça? Oui. Et qu'il va avoir 9 joueurs, ça veut dire que la soumission à déposer, c'est au-dessus du 4 900 000. Exactement. Dollars. Exactement, avant taxe. Il y a une espèce de consensus d'établi entre les principaux joueurs, appelons-les comme ça, pour décider à qui va le contrat. Un élément qui est important, c'est que chaque entrepreneur est responsable de l'organisation de ce contrat-là que lui va avoir. Ce qui veut dire que cet entrepreneur-là s'organise pour informer les autres entrepreneurs du montant à soumissionner. C'est le Bureau de la concurrence qui a le pouvoir d'enquêter sur la collusion, le complot pour fixer les prix et le trucage d'appels d'offres. Ici, on connaît bien les codes secrets. Tout est fait en secret. Tout est fait en catimini. J'ai vu des codes alpha, j'ai vu des codes avec des chiffres, j'ai vu des codes avec des couleurs. On a vu avec la couleur du papier. Comme tout est réglé à l'avance, les entrepreneurs peuvent gonfler les prix sans craindre qu'un plus bas soumissionnaire ne vienne troubler le jeu. Il y a des études qui laissent croire que lorsqu'on parle de trucage d'offres, on peut penser que les prix ont été gonflés là, en moyenne là, de 20 %. Ça peut varier à 10 % comme à 30 %. Moi, je dirais que ça joue entre 30-35 %, plus élevé qu'ailleurs. Plus élevé qu'ailleurs? Oui. Ça veut dire que s'il n'y avait pas toute cette collusion... Il sauverait 35 %. Ça coûterait 35 % de moins cher? De moins. À Montréal? Exactement. De nombreux facteurs comme le climat et la géographie influencent les coûts de la construction d'une route d'un endroit à l'autre au pays. Mais une étude réalisée par Transport Canada en 2008 a de quoi surprendre.
Le Québec est la province où la construction d'une route à 2 voies est la plus chère. 11 % de plus qu'en Ontario et 43 % de plus que la moyenne canadienne. Est-ce que la collusion entre entrepreneurs pourrait jouer un rôle dans ces disparités? Est-ce que les prix sont complètement gonflés? Absolument. Mon informateur me parlait de contrats de 6 millions, 6 millions quelques cent mille, qui est sorti à 8 millions quelques cent mille. Alors, vous pouvez imaginer l'ampleur, si vous permettez l'expression, c'est presque bar ouvert, là. L'effet encore plus pervers de ce système, c'est que les prix gonflés deviendraient la norme de référence. Que ce soit l'ingénieur qui prépare un projet, avec toute la meilleure foi du monde, il est obligé de prendre les prix moyens qui sont sortis au cours des dernières années. Au fil des ans, ces montants-là ont été gonflés artificiellement. Les intérêts en jeu sont énormes. Gare à celui qui voudrait troubler ce système. C'est un club fermé. Réellement fermé. Réellement fermé. Et c'est qui, ce club-là? C'est qui, ce club-là? Moi, je dis que c'est des entrepreneurs... C'est la mafia? Je dirais que c'est pire que la mafia. Je dirais que c'est pire que la mafia. Là, ils surveillent si vous allez soumissionner. Ils appellent. Ils appellent continuellement. Si automatiquement on répond pas au téléphone, le premier coup de téléphone qu'ils donnent là, pour dire regarde, t'embarques dans le tournoi de golf ou tu désistes de la job. Si tu réponds pas, ou tu fais juste un sous-entendu, dire je vais y penser, là, c'est infernal. Les téléphones au bureau, ça l'arrête pas. Juste que je dirais la veille que la soumission va ouvrir. Là, après ça, c'est quelqu'un qui se présente au bureau avec un numéro de téléphone. Là, t'appelles, ça presse, sinon regarde, c'est de l'hôpital que tu vas faire. C'est pas un tournoi de golf. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si je comprends bien, actuellement, c'est dangereux. Extrêmement dangereux. Pour les gens qui veulent aller jouer dans la talle de ce que vous appelez de ce club d'entrepreneurs. Exactement ça. Parce qu'il n'y a pas un entrepreneur, même si on a la job demain matin, il n'y a pas un entrepreneur qui va dire « Je vais réussir à faire les travaux jusqu'à la fin du contrat. » C'est impossible. Ça se fait pas. Parce que tu vas avoir plein de bad luck, autant sur tes équipements, sur le matériel, autant sur le corps humain, parce que t'en soumissionneras plus de job. C'est quand même une industrie qui est relativement dure. Il y a des gens qui ont peur pour leur sécurité, la sécurité de leur famille. Ce que je pourrais leur dire à ces gens-là, bien évidemment, c'est qu'à un moment donné, ils vont devoir prendre une décision et puis rapporter les faits là, aux autorités là, compétentes. Le Bureau de la concurrence, comme la Sûreté du Québec, ont besoin d'informateurs clés. Mais rares sont ceux qui parlent. Il y a une auge à contrat. Et ceux qui, ici à Breuvre, généralement, ne viennent pas nous voir. Ceux qui sont exclus, des fois, vont venir nous voir. Ceux qui sévissent certains contre-coups de cela, bien, ils vont venir nous voir quant à eux. Mais si on fait une place dans l'auge, généralement, ces gens-là se taisent. L'informateur de François Baudry désirait aussi garder l'anonymat. Parce que l'entrepreneur craignait, non seulement pour son entreprise, mais même son intégrité physique. Après la pause, le rôle de la mafia dans les gros contrats à Montréal. On a un groupe spécifiquement à Montréal qui se passe un à un, à tour de rôle, des contrats. On les nomme les Fabulous 14. Et plus tard à l'émission, ça brasse pas seulement à Montréal, mais aussi en banlieue. On dépose un prix. C'est là où on a eu des menaces. Ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit clairement qu'il nous arriverait quelque chose. La famille Dubé connaît bien la collusion. Les problèmes de leur entreprise d'excavation ont commencé il y a 10 ans. C'était au moment de soumissionner pour le contrat de déneigement de l'autoroute Ville-Marie à Montréal.
Il y a des contracteurs adverses qui étaient venus nous rendre visite, puis qu'ils nous avaient demandé de ne pas soumissionner parce que ça pouvait être comme dangereux pour nous autres. Le jour venu, Yvan Dubé est quand même allé déposer sa soumission au ministère des Transports. Pendant ce temps, son père reçoit une visite. Il rentre dans mon bureau, il ferme la porte, puis il accote sa chaise dans la porte. Il dit à cette heure, on va parler de soumission. Il dit oui. Il dit déposes-tu? L'interlocuteur, l'autre bout, il dit à un moment donné, il dit les genoux vont te plier, puis tu ne lèveras plus. C'est mieux de suivre ce que je te dis parce que ça va mal aller. Les Dubé ne se laissent pas intimider. Ils déposent leur soumission et obtiennent le contrat. On a ouvert la soumission, puis on était plus bas soumissionnaire. Puis le deuxième plus bas soumissionnaire à l'époque, lui, il était 1 million, puis nous autres, on était en entour de 640 000, je crois. Puis l'autre était 1 million. Le contrat était destiné à l'autre entreprise. Leur calvaire n'était pas terminé. Il est arrivé lors de la première opération de soufflage. Nous autres, on a ramassé des morceaux de ciment dans la neige. On le savait pas, on s'emmenait avec les souffleuses, tout ça. Puis on a ramassé des gros cubes de ciment, on avait tout brisé les souffleurs. Mais encore là, nous autres, on a prétendu que ça menait de la concurrence. Puis je suis convaincu parce que ramasser des gros blocs de béton comme ça, c'était impossible que ça tombe des structures. C'était la manière, eux autres, d'être capables de nous accater au pied du mur. Le Bureau de la concurrence a fait enquête et les 6 autres compagnies rivales ont plaidé coupables à des accusations de complot pour réduire la concurrence. Les 6 entreprises coupables se sont partagées une amende de près d'1 million de dollars. Combien de ça est porté à notre attention? C'est difficile à évaluer. C'est sûr que lorsque les entreprises décident de se concerter puis fixer les offres, ils doivent certainement penser à la possibilité, quelle est la possibilité de se faire prendre. Puis le jeu de l'amende versus le bénéfice. Des condamnations comme celle qui a donné raison à la famille Dubé, il n'y en a eu que 24 depuis 15 ans pour tout le Canada. Que ce soit un complot ou un trucage d'offres, c'est difficile non seulement à les détecter, mais à les prouver. La collusion est difficile à prouver, tout comme les représailles dont peuvent être victimes les entrepreneurs. D'ailleurs, aucune accusation n'a été portée pour l'incident qui a détruit l'équipement des Dubé, ni pour les menaces. Ici au Québec, c'est le Far West. Tout est arrangé d'avance. Et si vous avez le malheur d'obtenir un chantier qui n'était pas destiné pour vous par les égides qui régissent, vous êtes dans la merde. Complètement. Paul Sauvé dirige une entreprise de maçonnerie. Il a été l'un des premiers dans l'industrie à lever le voile sur des pratiques criminelles dans la construction. Il a eu des problèmes avec les Hells Angels dans sa propre entreprise. Puis, il a dû composer avec d'autres criminels après avoir obtenu le contrat de réfection du toit de l'Hôtel de Ville de Montréal. C'est une industrie qui est trouble-fête. C'est une industrie qui est gérée par la mafia, quant à moi. C'est une industrie qui est sale, qui a besoin d'un remaniement total et complet. Paul Sauvé n'est pas le seul à l'affirmer. Je suis vraiment désolé de le dire auprès de la communauté italienne de Montréal, mais il faut appeler les choses par leur nom. C'est la mafia montréalaise, la mafia italienne montréalaise qui contrôle ce qui se passe à l'intérieur de la ville de Montréal. Alors, ça, je parle toujours dans le domaine de la construction routière. Il y a un contrôle, selon ce qu'on en déduit, là, d'à peu près 80 % des contrats. On a un groupe spécifiquement à Montréal qui contrôle jusqu'à une certaine sorte l'approvisionnement sur l'île qui se passe un à un, à tour de rôle, des contrats. On les nomme les Fabulous 14. C'est comme une mauvaise course de poney à Blue Bonnets où les prix, c'est à mon tour, c'est à son tour, c'est à l'autre tour.
La mafia prendrait même son pourcentage. Une ristourne que doivent lui payer les entrepreneurs qui obtiennent des contrats d'importance à Montréal. À l'époque, on parlait de 3 qui étaient remis en argent sonnant. Carrément, une valise d'argent qui est remise à un interlocuteur à un endroit donné. Selon plusieurs sources, plusieurs transactions ont eu lieu dans le stationnement d'Orange-Julep, dans l'ouest de Montréal. À quoi sert ce 3 remis à la mafia? François Baudry a sa petite idée là-dessus. Ce qui est dit de façon systématique, c'est que c'est pour la politique. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que tout simplement, ce 3 %-là va dans la poche des mafiosos impliqués. D'autres affirment que cette somme serait destinée aux caisses occultes de partis politiques. Après avoir obtenu le contrat de l'Hôtel de Ville de Montréal, Paul Sauvé avoue avoir fait des chèques à la demande d'un membre du clan Rizzuto. Il a versé plus de 40 000 $ à des intermédiaires. Le maire Gérald Tremblay répond à toutes les allégations de cette nature de la même façon. Toutes les fois que j'ai été informé d'allégations, j'ai fait des enquêtes internes et par la suite, s'il y avait matière à continuer, je donnais aux autorités compétentes. Le maire Gérald Tremblay a mandaté un groupe de travail qui cherche des solutions à ce fléau. À ce jour, aucune enquête policière n'a démontré de corruption chez les élus à la Ville de Montréal. Mais il est clair dans l'esprit de la famille Dubé que les entrepreneurs ont besoin d'une certaine complaisance, voire d'une complicité de la part de certains fonctionnaires. Dans leur cas, c'était dans un bureau régional du ministère des Transports. Puis là, quand j'ai déposé ma soumission, il y a un monsieur là à l'intérieur du ministère, là, un fonctionnaire, qui est venu me chercher dans la salle. Il m'a emmené d'un bureau en arrière. Puis là, il m'a demandé de retirer ma soumission de là. Ah, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, ça reste juste entre moi et toi, ça. Il dit, ça ira pas plus loin. Le fonctionnaire en question n'a jamais été accusé. Il avait pris sa retraite au moment où les faits ont été connus. Pour cet entrepreneur aussi, il semble évident que la collaboration du donneur d'ouvrage est nécessaire. Donc, vous venez d'aller chercher les plans. On vient d'aller chercher les plans. Vous revenez au bureau, vous avez encore rien fait. Absolument rien. Donc, il y a quelqu'un qui a dit à la personne qui vous téléphone que telle compagnie est venue chercher les plans. Exactement ça. Donc, ça prend une connivence, une complicité à la ville. Exactement. Exactement ça. Donc, alors, quelqu'un informe et il y a quelqu'un qui vous téléphone tout de suite après. Tout de suite après. Je vous dirais, on n'a même pas le temps. Puis on n'a pas le temps d'arriver que le téléphone sonne. T'oublies les plans, t'oublies ce tournoi de golf-là. Il est organisé. Pour les fins de ce reportage, nous avons fait des demandes d'entrevue à Gilles Vaillancourt, le maire de Laval, et à Julie Boulet, la ministre des Transports. Ils ont refusé. Ce dossier semble embarrasser les politiciens. Je pense que c'est un secret de polichinelle à l'effet que la construction, le secteur de la construction, donc quand on parle des entrepreneurs ou des firmes d'ingénieurs, sont sollicités par tous les partis politiques pour contribuer au financement de la démocratie, entre guillemets. Est-ce que c'est un mauvais système? C'est pas à moi à répondre à ça, j'ai pas les qualités requises, mais on peut s'interroger. Moi, je pense que on ne doit pas pointer du doigt un parti politique plus que l'autre. François Baudry croyait détenir une preuve qui convaincrait les autorités en 2003. Après une enquête de la Sûreté du Québec, le dossier a été transmis au Bureau de la concurrence et 6 ans plus tard, aucune accusation n'a encore été portée. Ni l'un ni l'autre n'a voulu commenter cette enquête en particulier, mais ils insistent sur leur besoin d'informateurs clés. Plus on a de renseignements, plus on peut faire des liens. Plus on fait des liens, plus on peut faire des enquêtes majeures, comme on a fait dans plusieurs autres sphères de criminels des dernières années. Ma motivation première, c'est que ce dossier-là soit traité un peu comme ce qui est arrivé avec le dossier des Hells Angels. Les médias ont agi un peu comme catalyseurs pour faire en sorte que l'opinion publique réagisse et exige en quelque sorte qu'il y ait des effectifs, des ressources
suffisante pour contrer ce fléau-là. Ces gens-là, ce n'est pas des bandits de ruelles, là. Ce sont des gens bien établis, qui ont beaucoup de pouvoir. Donc, il faut briser ce système de complaisance. Quand le système aura été révélé au grand jour, seulement ce jour-là, François Baudry ira à la pêche tranquille.